What is your message for the City of London? We must have regulation. My English is good. Better than my French, I think. M. Hollande a annoncé l'épuration, s'il était élu, de tous les magistrats, de tous les fonctionnaires et de tous les ambassadeurs qui ne penseraient pas comme eux. Forcément, ça échauffe les esprits des gens à la base. Aujourd'hui, nous avons un président de la République qui ne peut pas sortir dans la rue. Il ne peut, mais ni à Bayonne ni ailleurs. Une campagne électorale présidentielle, ça doit pas être ça. Ça doit pas être ces combats de coq. Oh, mais tu es magnifique. Une petite fille papillon. Il n'y a rien de plus beau. Les Français sont en train de donner leur porte-monnaie à Bruxelles pour sauver un système qui ne marche pas. Et ils devraient dire Amen. À chaque fois qu'on a libéralisé, ça a été la famine. Il n'y a pas de on est d'accord là-dessus. Moi, je suis le premier à revendiquer la régulation de la future PAC, des mesures de gestion de prix, etc. Il n'y a aucun souci. Vous allez finir bolchevique, mon pote. Vous allez voir. Спасибо всем, кто сказал «да» великой России. Я вас спросил однажды, мы победим? Мы победили! Et même les larmes de Poutine après sa réélection, une sélection des images de la semaine réalisée par Sylvie Auréban. Autre personnalité sur le plateau de France 2012, Clémentine Autain. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors il y a un instant, Dominique de Villepin ne voulait pas que l'on dise qu'il était de droite. Vous, clairement, vous positionnez à gauche, et même on pourrait dire à gauche de la gauche, puisque vous êtes porte-parole de Mélenchon, que l'on vient de voir sur ce kaléidoscope. Clairement, c'est votre positionnement politique. Nous sommes pour une gauche pour de bon, si j'ose dire, et puis on rentre dans un moment de la campagne électorale où nous sommes face à une droite dure qui s'assume, qui marche sur les traces, pour ce qui est du candidat Sarkozy, sur les traces du Front National. Et bien en face, nous pensons qu'il faut une gauche pour de bon, qui engage un certain nombre de ruptures et qui rompe avec la logique des plans d'austérité, de la rigueur imposée par l'Union européenne et imposée par les politiques très concrètement en France, pour permettre de relancer l'activité sociale et écologique. Et c'est sur ces mesures fortes, favorables au plus grand nombre, que nous voulons nous engager pour un projet émancipateur. Vous avez naturellement constaté les dernières enquêtes d'opinion qui montrent que Jean-Luc Mélenchon franchirait le seuil des 10%. Oui. C'est ce qu'on constate dans nos meetings, dans nos réseaux. Peut-être pour vous, pour moi, c'est pas totalement une surprise. Je pense qu'il y a une volonté qui existe dans ce pays d'avoir une gauche fière d'elle-même, de son histoire, qui retrouve son tranchant, qui fasse vivre l'égalité et qui propose toute une série de mesures comme l'augmentation des salaires, la taxation du capital, la création d'un pôle public financier, la planification écologique, la 6e République, qui sont autant de mesures très concrètes qui doivent permettre, encore une fois, de faire vivre l'égalité et l'émancipation humaine. Alors vous avez même vu que pour la droite, ça devient un peu l'épouvantail, Jean-Luc Mélenchon. C'est si vous élisez François Hollande, faites attention, il va venir dans ses valises avec Mélenchon et les gens de sa troupe. Comment vous prenez ça, comme un compliment ? Oui, je pense que ce qui est vrai, c'est que plus nous serons hauts, plus il y aura de garanties que la politique de gauche menée au pouvoir sera une politique favorable aux intérêts du plus grand nombre. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Vous savez, c'est le partage des richesses, c'est le partage des pouvoirs, c'est le partage des savoirs, c'est ça qui est à l'ordre du jour. Et malheureusement, la gauche au pouvoir et partout en Europe a beaucoup désespéré. Et je crois qu'aujourd'hui, il est temps qu'elle se redéfinisse et qu'elle renoue avec le principe espérance. Alors, le principe de notre émission, c'est donc de faire comme ça un petit tour du monde avec le réseau notamment de l'AFP, de l'agence France Presse, les chroniqueurs qui vont venir. Mais tout de suite, le portrait de Jean-Luc Mélenchon réalisé par nos confrères de la télévision suisse.
Jean-Luc Mélenchon face à Marine Le Pen. Son oratoire a fait mouche face à la candidate du Front National. Voilà qui vous êtes, madame. Vous m'avez traité de semi-dément, de Ça vous laisse une bonne moitié. De vampire. S'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon. Trotskiste dans sa jeunesse, comme Lionel Jospin dont il fut ministre, Jean-Luc Mélenchon a rompu avec les socialistes en 2008 pour former un parti à leur gauche. On le sait capable de beaucoup d'agressivité, comme contre cet étudiant en journalisme il y a 2 ans. Donc avec moi, vous parlez de politique, et vos sujets de merde, vous allez les faire avec des gens qui veulent répondre à la merde. Non, mais ce que je veux dire... Non, c'est fini. Terminé. Vous m'avez emmené sur le terrain. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Moi, je te parle de médias et de ton métier pourri. Mais depuis, le méchant Mélenchon a su enrober sa faconde de quelques rondeurs. Je veux adresser un appel à mon camarade François Hollande. Nous n'avons d'adversaire qu'à droite. Notre objectif est de chasser Sarkozy. Et notre tâche particulière à nous, le Front de gauche, celle que nous nous sommes donnée, c'est de chasser Le Pen des usines, de les chasser des milieux populaires. L'homme ne renie pas le qualificatif de populiste, ce qui hérisse le philosophe Bernard-Henri Lévy. C'est un socialisme pour ignares, oui, c'est un socialisme pour cours élémentaires première année. Voici le point fermé, notre signal de ralliement. D'autres voient en cet homme qui n'a jamais été stalinien le successeur de Georges Marchais, ou encore un Le Pen de gauche. Qu'à cela ne tienne, Jean-Luc Mélenchon fait sale comble dans ses meetings à en rendre jaloux ses concurrents à la présidentielle. Ça vous agace, vous regardiez le portrait réalisé par la télévision suisse, ça vous agace de dire c'est un Le Pen de gauche, populisme, etc. Oui, parce que le terme, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire. Le terme populiste, il vise à mettre dans le même sac deux camps farouchement opposés. Je veux dire, l'extrême droite et la gauche radicale se sont, de par l'histoire, toujours opposés et ont des projets qui n'ont strictement rien à voir. Nous sommes du côté des intérêts populaires, nous sommes contre la xénophobie et le racisme. Ça n'a rien à voir. Vous êtes fait piquer, passez-moi la formule, un peu cette image du peuple populaire. Nicolas Sarkozy s'exprime, parle au peuple, parle comme le peuple, dit-il. Pardonnez-moi, mais Nicolas Sarkozy, c'est le candidat du peuple du Fouquet. Enfin, c'est une plaisanterie, cette affaire-là. Il a commencé sa mandature en faisant des cadeaux à ses amis les riches. Il le termine en taxant les pauvres, avec notamment cette histoire de TVA dite sociale. Je suis désolée, il n'est en rien le représentant des catégories populaires. Et de ce point de vue, effectivement, la candidature de Jean-Luc Mélenchon, elle est porteuse et elle vise à reconquérir dans les catégories populaires, chez les ouvriers, les employés qui aujourd'hui payent le prix fort de la crise et de la réponse par l'austérité, qui fait toujours le jeu des marchés financiers. C'est ça la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est de reprendre le pouvoir sur la finance. Eh bien, au fond, je crois qu'en effet, Jean-Luc Mélenchon, le Front de gauche, nous avons une proposition politique qui est de nature à redonner confiance et à regagner ce qui a été perdu à gauche et qui a été le terreau du Front National. Le Front National, vous savez, il a un terreau formidable qui est celui, malheureusement, de la désespérance. C'est ça, son terreau. Donc, à partir du moment où nous recréons de l'espoir à gauche, eh bien, nous combattons le Front National. Alors, on va justement regarder comment cette campagne est perçue par nos confrères internationaux en poste à Paris, et c'est vu d'ailleurs. Nous allons suivre l'une de nos collègues de Radio-Canada, qui fait également donc radio et télévision, qui suit l'un des meetings d'un candidat dont vous venez de parler. Il s'agit de Nicolas Sarkozy. Imaginez une France forte, avec ses beaux paysages, ses usines performantes. Une France solide, comme un gros bateau, gouvernée par un capitaine qui en veut. Mais attention, ça tangue. Ça pourrait même pencher un peu à gauche. Alors, que fait le président ? Il rassemble ses troupes et invite la presse. Première escale, à Marseille. Forcément, tout le monde répond présent. Les médias sont parfois venus de loin. Alexandra Chaska, par exemple. Cette grand reporter couvre la campagne présidentielle pour Radio-Canada. Nicolas Sarkozy va parler des valeurs, du travail, de l'identité nationale. Il va sûrement parler du triptyque de valeurs dont il a déjà glissé un mot dans une longue entrevue il y a quelques jours. Avant, j'ai travaillé un peu pour ramasser un peu d'informations. Après, tu vois un peu ce qui se passe ici. J'ai parlé avec des jeunes militants qui étaient très contents du quinquennat, qui sont très confiants que Nicolas Sarkozy va gagner. Ça y est. Le président candidat monte sur le pont.
Aujourd'hui, je suis venu parler de la France. On ne parle pas assez de la France. Là, il y avait quand même très peu d'éléments de programme. C'était vraiment... c'était décevant, surtout à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'au Canada, il peut y avoir des discours décevants? Oui, bien sûr, comme partout. Mais je crois qu'il était très sur la défensive. Il n'y avait pas de programme. Alors, tout ce que je sais, j'ai noté d'ailleurs dans mes notes, j'ai dit, voilà le programme de Nicolas Sarkozy. J'aime la France, je vais dire la vérité et j'ai la volonté de gouverner. Alors, c'est un peu mince comme programme. Et Alexandra Sachka nous a rejoint sur ce plateau de TV5 Monde, ici même, pour poser quelques questions à Clémentine Autain. Peut-être, nous, une question à vous poser préalablement. Est-ce qu'il existe une offre de gauche de la gauche dans la vie politique du Québec ou du Canada, non? Très peu, très peu. Il y en a un peu, au Québec plus qu'ailleurs au Canada, mais pas de parti comme un Front de gauche ou semblable, ou en tout cas avec des antécédents semblables. Il faut rappeler qu'il y a eu, dans l'histoire du Canada, un seul député communiste qui a été élu en 1943 au Parlement fédéral. Alors, c'est pas du tout le même système. Il y a des forces sociales et intellectuelles. Pardon? Il y a des forces sociales et intellectuelles de la gauche critique, comme aux États-Unis. Tout à fait. Tout à fait. Politiquement, ça pas ne se traduit représentés pas. parce que les systèmes politiques sont faits de telle manière que, enfin, les systèmes électoraux sont faits de telle manière qu'ils se font pas beaucoup entendre. Donc il n'y a pas de Mélenchon au Québec ni au Canada. Vous avez suivi donc le meeting, on vient de le voir il y a une seconde, de Nicolas Sarkozy. Quelles questions aimeriez-vous poser à Clémentine Autain? Enfin, j'ai plusieurs questions parce que justement le Front de gauche est très peu connu. D'ailleurs, la campagne française, pour le moment, ne suscite pas énormément d'intérêt, surtout au Canada anglais, très très peu. Au Québec, un peu plus. Alors, mais évidemment, on parle de François Hollande, on parle de Nicolas Sarkozy. Si je tape Mélenchon, j'ai peut-être 2 articles sur les 6 derniers mois. Alors, la question que je vous poserai, c'est est-ce que... d'abord, c'est une question à deux volets. Pourquoi, enfin, on est toujours surpris de voir que la campagne ici est très colorée en termes d'épithètes et de phrases qui sont lancées. Moi, ce qui m'a, le petit nom d'oiseau. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est Jean-Luc Mélenchon traitant François Hollande de capitaine de pédalo. Mais quand j'ai entendu ça, c'était il y a longtemps, c'était il y a quelques semaines. Oui, mais quand même quelque chose qui a fait très mal. Alors, la question, comment on peut... je veux dire, à François Hollande, je pense que c'est quelque chose... On va laisser répondre Clémentine Autain. Deuxième volet de cette question, c'est est-ce que Jean-Luc Mélenchon et vous et le Front de gauche, vous allez célébrer le 6 mai si François Hollande est élu? 2 questions. La première question sur le capitaine de pédalo, c'est une appréciation politique pour dire que le programme du Parti socialiste porté par le candidat François Hollande n'est pas de nature à répondre positivement aux crises que nous traversons. C'est ça, simplement, ça que Jean-Luc Mélenchon... social-démocrate, trop écoutez, les réponses social-démocrates qui ont été apportées aujourd'hui en Europe, voyez le cas de la Grèce, je veux dire, Papandréou, c'est une calamité. Après 9 plans de rigueur, la situation est catastrophique. Les inégalités se sont creusées, les services publics sont en berne et même le PIB là-bas est en berne. Ah bah oui, mais c'est pas rien. Et surtout, l'austérité fabrique les déficits. C'est au nom des déficits, de la résorption de la dette que ce type de politiques sont menées et en réalité, elles favorisent les marchés financiers. Au détriment de l'intérêt des peuples. C'est Papandréou, c'est Zapatero en Espagne, et voilà. Et si François Hollande n'a pas mieux à proposer que de rentrer dans les clous de la règle d'or imposée par le mécanisme européen de stabilité qui viennent de nous proposer et que les socialistes, sur lesquels les socialistes se sont abstenus au Parlement, ce qui a permis à ce mécanisme européen de stabilité de passer. Voilà pour le capitaine de pédalo. L'autre question, qu'est-ce que vous faites D'accord, mais Jean-Luc Mélenchon ne sera pas élu président de la République. Alors, je répète la question. Vous connaissez le résultat de l'élection, vous, déjà? Oui, je vais vous dire pourquoi tout à l'heure, si j'ai encore quelques minutes, mais quand même, est-ce que vous allez célébrer le 6 mai si François Hollande est élu? Ce qui sera une très bonne nouvelle si François Hollande était élu, mais encore une fois, ne faisons pas, il y a un premier tour, il y a un deuxième tour, j'aime pas commenter les choses qui ne sont pas encore arrivées. Nous nous battons pour être en tête au premier tour. Si il se trouvait que c'était François Hollande et que François Hollande battait Nicolas Sarkozy, moi personnellement, et je pense beaucoup au Front de gauche, feront la fête tout simplement parce que nous aurons chassé une droite dure du pouvoir et c'est toujours cette pression l'ennemi. Mais les travaux pratiques commenceront ensuite parce qu'il faudra batailler pour que la gauche au
pouvoir soient capables d'apporter des solutions qui ne nous mettent pas plus encore la tête dans une logique de récession économique et qu'elles soient porteuses de transformation sociale et écologique. Et là, de ce point de vue, en effet, c'est pas gagné. Merci pour ces deux réponses. Vous avez de quoi faire un papier pour le prochain journal de Radio-Canada que l'on verra également sur l'antenne de TV5. Autre destination, merci d'avoir été des nôtres. Merci. Toujours avec le réseau mondial de l'Agence France-Presse, eh bien, nous allons partir au Caire, retrouver Inès Belaïba. Merci d'être des nôtres. Même question, avant peut-être que vous n'interrogiez Clémentine Autain. Est-ce que cette campagne française intéresse, nourrit le débat politique dans un pays qui, il faut bien le dire, a connu sa propre actualité depuis le printemps arabe d'une façon tout à fait extraordinaire. Alors vous suivez cette élection ? Alors, elle n'est pas vraiment suivie, la campagne présidentielle française, à l'exception peut-être d'une petite minorité francophone, francophile. En revanche, pour le reste de la population, comme pour la presse, la campagne paraît vraiment loin. Et les Égyptiens sont plutôt préoccupés par la situation interne de l'Égypte en ce moment. Naturellement. La rue ou le pouvoir soutiendrait plutôt qui dans le personnel français qui se présente ? Je ne vous ai pas entendu. Je vous demandais, est-ce qu'il y a une préférence pour peut-être pour Mélenchon ou pour Sarkozy, Hollande, pour Le Pen ? Non ? Non, s'il y a une préférence, en tout cas, elle n'est pas publique. Bon, eh bien écoutez, merci pour cette précision et je vous laisse le soin de poser à nouveau par rapport au printemps arabe ou peut-être la place que les femmes y ont prise. Quelles seraient les questions que vous aurez envie de poser à Clémentine Autain du Front de gauche ? Alors, Clémentine Autain, vous êtes très engagée sur la question des droits des femmes. Après ces révoltes en Tunisie, en Égypte, en Libye, est-ce que vous craignez un recul de ces droits ? Et concrètement, à votre avis, que pourraient faire les femmes pour d'abord préserver leurs acquis et ensuite faire avancer leur cause ? Moi, je pense que ce type de révolutions sont favorables aux droits des femmes, parce qu'elles y prennent une part importante et que ce qui est demandé, c'est plus de liberté et plus de justice sociale. Et je suis absolument convaincue que dans la durée, ça porte des fruits positifs pour l'émancipation des femmes. On prend l'exemple du Maroc, un gouvernement de plusieurs dizaines de personnes, une seule femme qui est en charge du droit des femmes. Mais vous savez, on vient de loin et malheureusement, ça ne se fait pas d'un coup. On ne bascule pas d'une situation de patriarcat affirmé à une situation totalement émancipée pour les droits des femmes. C'est pas vrai. Donc, ce que je crois en revanche, c'est quand il y a des mobilisations populaires sur des enjeux fondamentaux, la liberté, la démocratie, l'égalité, c'est ce qui s'est produit dans ces révolutions, même s'il y a des backlash, c'est-à-dire des retours en arrière. On le sait que quand il y a des forces révolutionnaires, il y a des forces contre-révolutionnaires qui sont là, et donc il peut y avoir à un moment donné une tension qui n'est pas immédiatement favorable aux femmes, mais je pense que dans la durée, ce sont des mouvements qui sont favorables aux droits des femmes. Espoir dans la durée. Inès, autre question peut-être depuis le Caire ? Je n'ai pas entendu la question, je suis désolée. C'est très simple. Je vous demandais si vous-même aviez une autre question à poser à Clémentine Autain. Oui, juste une précision par rapport à ce que vous venez de dire. Sur la durée, certainement, mais en ce moment, par exemple, en Tunisie, l'introduction de la charia dans la Constitution est évoquée, c'est pas encore fait, mais c'est évoqué. Et puis, en Égypte, les acquis du Conseil national de la femme, qui était associé à l'Ancien Régime, sont en train d'être mis en cause. Donc, pour l'instant, quand même, est-ce que vous ne pensez pas qu'un recul est possible ? Bien sûr que des reculs sont possibles, ce que je viens de dire à des moments, mais je prendrai un exemple français. Au moment de la Révolution française en 1789, les femmes ont pris part à cette révolution et on leur a fermé l'ouverture du suffrage. C'est-à-dire que les révolutionnaires ont interdit le droit de vote des femmes. Ça a été très violent. Olympe de Gouges est morte avec sa déclaration des droits de la femme. Elle a été guillotinée. Mais c'est en même temps une brèche s'est ouverte, et c'est cette brèche ouverte par la Révolution française avec des idéaux portés justement d'abolition, de fait d'en appeler à la raison et pas simplement à la nature pour fonder le droit. Eh bien, ces brèches ouvertes ont été utilisées par les femmes qui se sont regroupées, qui se sont battues tout au long du 19e siècle et qui ont gagné des droits fondamentaux au 20e siècle. Donc c'est ça que je veux dire, c'est renvoyer ce message d'espoir. J'entends les préoccupations et la seule garantie, ce sera la mobilisation des femmes elles-mêmes, si elles sont capables et si elles peuvent s'organiser. Alors c'est vrai que quand on a des gouvernements autoritaires,
populaires qui parfois justement vont vers des mesures qui sont encore plus dangereuses pour les femmes, rétrogrades, et puis qui empêchent les oppositions, les contre-pouvoirs de se constituer. La situation est difficile, je l'entends tout à fait. Mais je crois qu'il faut être optimiste dans la durée, en tout cas moi je veux le croire, que ce grand mouvement de révolte populaire aura des effets positifs. Merci Inès, merci pour cette intervention, merci pour vos réponses à propos de ce printemps arabe et de la place que les femmes n'ont pas, y prennent peut-être maintenant, mais y prendront. Une thématique d'ailleurs de cette nature avec une question mondissimo à laquelle vous allez également apporter un élément de réponse. On écoute. Bonjour, Michel, j'habite à Delhi. Il est inenvisageable pour moi un retour en France depuis que l'on m'a dit à 45 ans que j'étais trop vieille et trop chère. Je suis jeune et belle en Inde. Voilà, une expatriation liée à cette remarque désobligeante. Est-ce qu'il y a une politique dans le programme de gauche, justement, pour l'insertion des femmes de tout âge au plan professionnel? Vous allez me répondre? Oui, de tout âge. Au plan professionnel, oui, à tous les âges. Enfin, là, ce qui me frappait, c'est aussi la remarque physique. Oui. Enfin, il y a deux choses qui sont liées. On sait très bien que homme ou femme, quand on a plus de 50 ans sur le marché du travail, c'est pas toujours évident. Donc, il faut lutter contre ces difficultés. Mais ça veut dire résorber aussi le chômage. C'est quand même problème numéro 1. Donc, partager le temps de travail et puis avoir une politique de relance par l'économie sociale et écologique. Je crois vraiment que c'est ça le levier. Et par ailleurs, bien sûr qu'il faut lutter contre les inégalités professionnelles. Dans le droit aujourd'hui, on a beaucoup d'avancées qui ont été concrétisées, mais le problème c'est que ça ne passe pas. Et le problème c'est que ça n'advient pas en égalité réelle. Vous avez toujours 27% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Vous avez toujours ce fameux plafond de verre dans l'évolution des carrières qui fait qu'à un moment donné, et notamment quand les femmes ont des enfants, donc c'est pas forcément après, enfin au-delà de 50 ans, ça se pose pas tout à fait de la même manière, mais les carrières à un moment donné se brisent pour les femmes parce que on estime qu'elles vont d'abord s'occuper de leurs enfants, qu'elles seront moins disponibles. C'est là qu'il faut jouer aussi sur les politiques familiales, créer un service public d'accueil de la petite enfance, lutter contre le non-partage des tâches domestiques et parentales, c'est ça l'enjeu aussi. Ça veut dire des campagnes de sensibilisation, ça veut dire beaucoup de volonté politique autour d'un ministère des droits des femmes qui n'existe plus et qu'il faut recréer, doté de moyens sérieux. Et je veux vraiment dire à cette dame que sur ce sujet-là, on ne fera rien s'il n'y a pas une volonté politique farouche de combattre tous les stéréotypes, toutes les discriminations et toutes les violences faites aux femmes. On reste dans cette thématique avant que je ne vous pose d'autres questions, notamment sur l'international et peut-être aux Français expatriés. Nous retrouvons et les femmes dans tout ça, Isabelle Mourgère, avec 3 télégrammes en quelque sorte sur lesquels je vais vous demander de réagir également rapidement. Alors, je vais vous parler tout d'abord d'une prime anti-IVG. Ça se passe en Allemagne. Interruption de grossesse, avortement. Voilà, c'est une petite mutuelle de Bavière qui propose donc à ses assurés de leur payer une prime de 300 € si elles s'engagent à ne jamais avorter. Ça se passe sous forme d'adhésion. Non, je trouve ça effrayant. Voilà. L'avortement qui revient dans le débat de cette campagne, ça vous étonne, 40 ans après la loi? Oui, je suis très inquiète. Je vois le Front National proposer un déremboursement de l'IVG, ce qui est quand même proprement scandaleux. Et donc, on voit aussi que des droits qui ont été acquis peuvent être aujourd'hui menacés. C'est le cas de ce que propose cette mutuelle. Donc, il faut... Et ça marche. Sur 16 000 assurés, 1 200, on dit oui. Pourquoi ça marche? Parce qu'en Allemagne, les droits sociaux ont été cassés, la santé publique est menacée. Donc, les gens sont aux abois et sont prêts à signer n'importe quoi parce qu'il faut faire face à une situation qui est une situation d'urgence. Donc là, vraiment, je suis très, très en colère que ce genre de choses qui viennent du privé puissent s'insérer dans une logique nationale qui ne peut plus en revenir à des politiques familialistes. Et d'ailleurs, on le sait, pour que les femmes aient envie de faire des enfants, il faut qu'elles soient dans une situation sociale et économique favorable. Parlons des enfants, justement. Je vais vous parler de ces fillettes, du phénomène Lolita. C'est à l'actualité depuis quelques jours. Ces petites filles que l'on déguise en femmes fatales pour les besoins des pages mode des magazines féminins. Évidemment, c'est la campagne de Vogue en décembre 2010 qui avait beaucoup choqué. Alors depuis, on avait commandé un rapport parlementaire. Il a été rendu public il y a quelques jours. Il est signé de Chantal Joanneau, la sénatrice UMP. Alors elle veut lutter contre l'hypersexualisation des fillettes. C'est un petit peu le terme à la mode qui est peut-être contesté aussi. Alors ces recommandations, voici quelques-unes. Retour à l'uniforme dans les écoles et l'interdiction des concours des minimis. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, moi je trouve que ces concours de minimis sont catastrophiques, vraiment. Ça donne une image des femmes absolument délétère. C'est l'éloge de la maigreur. C'est l'enfermement des femmes dans leur rôle de séductrice. Et ce dès le plus jeune âge, ce qui est extrêmement dramatique. Et oui, Non, je pense qu'il faut être très ferme là-dessus. Il faut arrêter ces discours normatifs à l'égard du corps des femmes et qu'on puisse changer le regard. Vous savez, l'anorexie féminine, elle est liée aussi à tous ces modèles qu'on nous vend à longueur de journée et ça produit des effets catastrophiques. On va parler de la journée de la femme, évidemment, parce que toutes ces fillettes, ce sont des futures électrices. À l'image de la population en France, eh bien, les femmes constituent donc plus de la majorité de l'électorat, donc on s'y intéresse. Et cette année, pour la première fois, les associations féministes se sont rassemblées en collectif, féministes en mouvement, et donc elles interpellent les candidats. Elles ont invité les candidats à une grande soirée. Marine Le Pen n'a pas été invitée en raison de son positionnement contre l'IVG. Alors, est-ce qu'il faut attendre des promesses, mais est-ce que ces promesses seront tenues? Et puis, est-ce que ces candidats qui s'engagent pour la cause des femmes sont réellement sincères? En tout cas, ce que je peux vous dire qu'au Front de gauche, il y a vraiment une culture, une conviction féministe profonde qui se lie dans nos pratiques. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'au moment de l'affaire DSK, notre candidat Jean-Luc Mélenchon a été un des premiers et un des rares à avoir une pensée pour la femme de chambre tout de suite au moment où l'affaire a éclaté. Et je crois que c'est lié à vraiment une pratique et une culture, une sensibilité forte à regarder le monde avec ce prisme féministe, c'est-à-dire de déconstruction des modèles imposés aux garçons et aux filles, et avec une volonté de passer de l'égalité formelle inscrite dans la loi à l'égalité réelle, ce qui suppose un ensemble de mesures dans tout un tas de chantiers. On parlait tout à l'heure de l'avortement, de la contraception, il faudrait rembourser la pilule 3e génération, il faut arrêter de fermer les centres IVG, ce que fait le gouvernement aujourd'hui, ce qui est très grave. Il faut avoir des sanctions plus sévères à l'égard des entreprises qui n'appliquent pas l'égalité. Il faut une loi cadre contre les violences faites aux femmes. Tout cela est dans le programme du Front de gauche. Notre candidat Jean-Luc Mélenchon le dira à cette occasion et je crois que c'est très important que ce soit suivi des faits, bien sûr. Mais pour que ce soit suivi des faits, il faut la vigilance des mouvements féministes et il faut l'appui populaire des femmes qui, je crois, sont de plus en plus attachées aux conditions de leur émancipation. Merci pour cette chronique. Nous poursuivons. Nous avons parlé des femmes, nous avons vu le printemps arabe, nous avons vu un certain nombre de points, la couverture par Radio-Canada de cette campagne. Je voudrais vous poser quelques questions. Le positionnement du Front de gauche par rapport notamment à l'immigration. C'est un débat qui revient beaucoup, naturellement. On a pu entendre Nicolas Sarkozy, je le disais tout à l'heure, dire qu'il y avait trop d'immigration, trop d'étrangers, qu'il fallait réduire. Quel est votre programme? Régularisation massive de tous les sans-papiers, au cas par cas ou pas du tout? Écoutez, je crois que ça fait partie des sujets sur lesquels la gauche pour de bon doit s'opposer à cette droite dure qui veut continuer à chasser les sans-papiers. Au Front de gauche, on dit les choses franchement, nous sommes pour la régularisation des sans-papiers de façon massive, notamment pour ceux qui travaillent sur notre territoire et qui constituent aujourd'hui les gros bataillons de travailleurs corvéables à merci qui tirent tout le monde vers le bas. Parce que c'est aussi le chantage qui est fait en opposant ces catégories de travailleurs sans papier à ceux qui ont des papiers. On leur dit, regardez, si vous faites pas bien votre boulot, on va employer des sans-papiers. Tout ça est délétère. Les frontières sont poreuses et l'immigration est une richesse, il faut le dire franchement, et opposée à cette droite qui est au fond xénophobe et qui veut un repli. Non, il n'y a pas trop d'étrangers et le problème de l'immigration est une richesse et n'est pas d'abord un problème. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Le problème, c'est que les travailleurs qui n'ont pas de papier sont sans droit et donc sont susceptibles, et le sont très concrètement, de vivre dans la peur, d'avoir des conditions de travail encore plus détériorées que les autres. Et nous nous battons au nom des droits humains pour leur régularisation. Et ça me paraît être un principe que toute la gauche devrait revendiquer. Or, malheureusement, François Hollande propose le cas par cas. Et moi, je pense que face à une droite qui marche sur les pas du Front National, sur cette question comme sur d'autres, il faut affirmer un principe totalement inverse. Non à la circulation des capitaux à travers le monde, n'importe comment, qui détruit nos vies. Mais par contre, que les humains puissent circuler, eh bien, je pense que c'est une richesse internationale et c'est une des conditions de la modernité. Deux questions encore, s'il vous plaît. Nous n'avons pas parlé de programme international du Front de gauche, c'est-à-dire la France dans le monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Je voudrais, puisqu'ils sont nombreux à nous regarder et à participer à cette élection, les Français établis hors de France, y a-t-il un message particulier dans un groupe politique qui était assez internationaliste? Comment vous situez sur ces deux points?
Alors, c'est très... Oui, non, mais la règle du jeu. La règle du jeu, tout à fait. La première chose, c'est que je pense qu'il faut revoir du sol au plafond l'architecture internationale et se battre pour ça. Le Conseil de sécurité de l'ONU a été constitué au lendemain de la seconde... des vainqueurs de la guerre. Et vous voyez bien que cet équilibre ne correspond plus au monde d'aujourd'hui. Pour faire entrer les grands émergents des pays d'Afrique, Voilà, il faut du multilatéralisme. Et la France garde son siège à l'ONU ou ça devient un siège européen? Il faut du multilatéralisme, il faut favoriser la coopération, il faut faire en sorte que les normes sociales et environnementales priment sur ce qui aujourd'hui domine, c'est-à-dire le pouvoir des pays capitalistes et cette idée qui est dépassée que l'Occident aurait un pouvoir supérieur qui doit s'imposer aux autres. Il faut sortir de là. Il faut avoir une autre préoccupation. Vous savez que l'ONU au démarrage s'est quand même construit dans une logique de paix. Il s'agissait d'instaurer la paix dans le monde. Depuis une vingtaine d'années, je suis désolée, mais l'ONU fait la guerre. Et elle fait la guerre au nom de la paix. C'est ça, on marche un peu sur la tête. C'est-à-dire que pour instaurer la paix, on engage des forces armées et on fait des guerres qui seraient censées être des guerres propres. Tout ça ne marche pas. Donc ça veut dire qu'il faut relancer les principes même de la diplomatie internationale. La diplomatie internationale sur d'autres valeurs. Et parmi ces valeurs-là, il faut combattre les inégalités. Parce que quand on veut la paix dans le monde, non mais soyons concrets, quand on veut la paix dans le monde et la démocratie, elle ne peut exister tant qu'il y aura autant d'inégalités sociales et économiques à travers le monde. Et ça veut dire que le FMI et la Banque mondiale doivent réviser leur politique et leur manière de faire et s'attaquer au monde de la finance et permettre une relocalisation de l'économie, par exemple, et une mutualisation, une coopération différente entre les peuples. Merci d'être venu sur le plateau donc, de France 2012, représenter le Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon, voilà, pour cette suite de campagne, 45 jours encore de meetings, de réunions et de débats. Je ne sais pas si vous êtes allé au Salon de l'Agriculture, on va voir que c'était le lieu cette semaine où il fallait être vu air de campagne. Dimanche, 48 heures avant la visite de François Hollande au Salon de l'Agriculture. Au milieu des badauds, un petit groupe est en plein travail. Donc les vaches, elles n'arrivent pas là-bas, elles sont placées comme ça. Ce que je regarde, c'est le mouvement que ça va donner. C'est-à-dire où on met François.